J'en ai jamais parlé. En exclu pour vous. Et donc, j'avais mon Sony A7R3 depuis 2-3 mois. Donc, le truc, je me suis saigné pour le payer, tu vois, le truc à 3000 balles et tout. Voilà. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon sac de randonnée et ma sacoche, je la mets devant sur ma sangle pectorale. Le seul inconvénient, c'est qu'au moment où tu fais une pause, quand tu enlèves ton sac à dos, tu es obligé d'enlever aussi ton sac photo. Donc, j'ai enlevé mon petit sac photo. Et ensuite, je pose mon sac photo et tout. Et puis là, il y a un des gars du groupe à un moment qui fait « Oh putain !» Et on se retourne tous et tu vois le sac photo qui commence à... qui dévale la pente, qui tombe, et toi tu vois le truc, et tu vois évidemment au ralenti, t'as l'impression que ça devient une éternité. À un moment, il arrive à un endroit où t'avais une espèce de petite bosse, donc tu vois le truc qui décolle, low pro, hein, on peut dire ce qu'on veut, ils font des bons sacs. En fait, bizarrement, j'étais plus dégoûté de pas pouvoir faire cette photo que d'avoir fait tomber mon truc, quoi. Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission L'Autoportrait, donc l'interview que je fais un dimanche sur deux, donc d'un point de vue plutôt psychophilosophique comme j'aime bien dire, ponctué d'interviews clic-clac qui sont un peu plus rapides, un peu plus rythmées avec des réponses courtes et rapides. Donc on accueille aujourd'hui Sylvain qui est photographe de paysages principalement et a entre autres une chaîne YouTube qui parle de photos et qui s'appelle Mon Petit Réflexe. Entre autres, hein, parce qu'il y en a plein de chaînes. Ouais, il y en a trop. J'ai commencé, ma première chaîne YouTube était avant Mon Petit Réflexe. Tout simplement, on habitait aux États-Unis en famille. Et donc, on avait un blog à l'époque, Overblog même, qui était super à la mode. Donc, c'est comme ça que j'avais commencé un petit peu à mettre des vidéos, mais c'était des vidéos juste d'illustration, quoi. Et puis, en fait, le jour où j'ai eu mon premier appareil photo, en fait, c'est vachement plus simple de juste allumer la caméra, blablater. À cette époque-là, je pensais que YouTube était beaucoup plus rapide et beaucoup moins chronophage que de tenir un blog. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'aventure YouTube. Pourquoi est-ce que tu as accepté de venir dans l'émission? Non, mais il faut savoir qu'il y a des menaces derrière. Laurie, elle a l'air sympa comme ça, mais elle nous dit mais si tu viens pas, je veux plus te croiser, tout ça. Non, mais parce que quand on est youtubeur et un petit peu quand on est photographe aussi, je pense, on a un certain ego. On aime bien que des gens aient envie de parler de nous et on aime bien qu'il y ait des gens qui ont envie d'un peu de creuser, de savoir des choses sur nous. Mais après, c'est aussi parce que je te connais, parce que je sais aussi un petit peu le type d'interview que tu fais. Je sais que c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc, Et on va commencer par une interview clic-clac. Oui. Tu es plutôt sociable ou solitaire? Sociable. Okay. T'es plutôt un photographe ou un youtubeur? Photographe. T'es plutôt un adulte ou un enfant? Adulte. T'es plutôt discipliné ou éparpillé? Discipliné. Et pourtant, t'en as des projets. Oui. T'es plutôt motivé ou flemmard? Motivé. Plutôt lever de soleil ou coucher de soleil? Levé. Ah, donc t'es motivé alors. Ouais, c'est ça, voilà. T'es plutôt grand angle ou téléobjectif? Téléobjectif. T'es plutôt derrière l'appareil ou devant le PC? Derrière l'appareil. Enfin, je préfère être derrière l'appareil, mais je suis plus souvent devant le PC. T'es plutôt artiste ou technicien? Technicien. Plutôt cadrage horizontal ou vertical? Horizontal. T'es plutôt noir et blanc ou couleur? Noir et blanc. T'es plutôt technique ou émotion? Technique. T'es plutôt règle des tiers ou freestyle? Je suis plutôt règle des tiers, mais non pas pour la suivre bêtement, mais plutôt parce que dans ma tête, il y a des règles en fait, que j'arrive pas forcément toujours à mettre sur le papier, mais je suis plutôt équilibre dans la photo et dans la composition. T'es plutôt minimaliste ou plein d'éléments? Minimaliste. Et température des couleurs froides ou chaudes? Là, ça dépend vraiment. J'ai les deux. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'es mis à la photo? Comment ça se fait que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est une bonne question. En fait, ça a commencé par la vidéo. C'est assez marrant parce que j'arrête pas de faire des allers-retours entre les deux. Alors, quand j'étais petit, gamin, j'ai eu un peu comme tout le monde des appareils photo dans les mains à un moment, hein, soit un jetable, soit un truc comme ça. Tu fais quelques clics-clacs, c'était rigolo. Après ça, étant ado, je détestais, mais pire que n'importe qui, être sur les photos. J'avais une haine sans nom de la photo. Ensuite, j'ai eu la période où je détestais les photographes. Alors, je sais pas que je les détestais, j'avais rien contre eux, mais je trouvais ça dommage, que j'ai l'impression qu'ils profitaient pas du paysage, parce que souvent, je les voyais arriver à un bel endroit, mettre tout de suite l'œil dans l'œilleton, et pas profiter un peu de la scène, de tout ce qui se passe. Voilà, c'est déjà le côté un peu nature, hein. Je parle vraiment de photographie, plutôt de paysage. Et puis, il y a eu un déclic, sans mauvais jeu de mots, quand on était aux États-Unis. J'ai été faire ma première rando tout seul. Il y a notre fille qui était née là-bas, donc on pouvait pas partir en famille. Là, je voulais aller faire 2-3 jours dans la vallée de la mort. Donc du coup, je suis parti un week-end complet dans
vallée de la mort, et j'avais à ce moment-là eu une petite GoPro à Noël, et je voulais avant tout pouvoir montrer des images de ce que je voyais à Lily. Et donc j'ai filmé des trucs, j'ai fait aussi quelques petites photos, et ça a commencé comme ça en fait, l'envie de faire des images pour les partager, ça a vraiment commencé par ça. Et donc j'ai pris un compact, mais c'était un compact où on pouvait changer l'ouverture, il y avait 2 ouvertures possibles, on pouvait déjà tricher un peu sur des trucs. Pendant 5 jours, j'ai fait tous les tests possibles et imaginables avec ce boîtier, jusqu'à ce qu'on arrive aux Pays-Bas, et où là, je me suis fait offrir à Noël un 1100D, un Canon, un réflexe. C'est le début de l'aventure. Pourquoi tu as eu envie de partager ça avec tout le monde, en fait? Enfin, avec YouTube, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi. Quand j'apprends un truc, j'ai envie que ça ne me serve pas qu'à moi, en fait. Et je ne trouvais à cette époque-là que des professionnels, en fait, qui donnaient des leçons de photo, et dans lesquels je ne comprenais rien. C'était un charabia pour moi, et du coup, en fait, n'ayant pas trouvé ça, je me suis dit, bah, je vais le faire, au moins ça pourra sûrement servir à quelques personnes, de commencer à zéro. Si tu regardes mes premières vidéos, j'ai pas le vocabulaire du tout, mais je pense que c'est peut-être ça qui a plu à certaines personnes aussi, de dire, bah, au moins, lui, je le comprends, quoi. Et j'ai surtout énormément appris grâce à la communauté, en fait. C'est-à-dire que je faisais des tests, des expériences, tu retournes au début de la chaîne, c'était surtout des tests, quoi. Dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me corrigeaient, qui me disaient, attention, là, t'as fait un truc comme ça. C'était très, très bienveillant au départ, donc c'était vraiment cool. Et en fait, sans la chaîne YouTube, j'aurais appris vachement moins vite, quoi. Tu dis que c'était très, très bienveillant au départ? Oui, parce que maintenant, c'est plus la même chose. Il y a des gens qui sont toujours très, très sympas et tout ça, mais il y a aussi des gens qui viennent un peu mettre les pieds dans le plat et tout ça. Et c'est le lot, on va dire, quand on a une chaîne YouTube qui grandit. Ça arrive forcément. J'ai du mal à me définir, je suis pas photographe de paysage. Je dis plutôt que je suis photographe nature, en fait. C'est-à-dire que j'aime photographier des paysages, des animaux et de la macro. En gros, c'est un peu les 3 trucs où je peux prendre du plaisir. Pourquoi est-ce que tu préfères la photo de paysage, du coup? Ce que je trouve assez marrant dans la photo, c'est qu'on démarre, on photographie plein de trucs, on dit, bah, je sais pas ce que je vais... Et finalement, je crois dur comme fer qu'on revient à la source, quoi. Et quand j'étais gamin, quand on était en voiture, je étais capable de voir une coccinelle dans l'herbe ou un escargot, parce que j'étais passionné de ces trucs-là. Découvert étant adolescent la montagne et le plaisir que ça peut donner de randonner en montagne pendant des heures et des jours même, en campant à la montagne, etc. En fait, rétrospectivement, je me dis c'est carrément logique que je fasse ça comme photo, parce que c'est un truc qui me parle. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est aller crapahuter dans la nature et vadrouiller et découvrir des nouvelles choses. Après, je prends les photos qui m'arrivent dessus quand je me balade. Je vais pas aller à un endroit spécifique parce qu'il y a une belle photo de paysage à faire. Ça date de peut-être 2-3 ans, je pense, la période où j'ai vraiment commencé à m'intéresser beaucoup à la photographie de paysage. Je me suis posé, je me suis dit, bon, les portraits, les photos de famille et tout ça, en fait, ça me gave, je veux plus en faire. Donc j'ai commencé à dire non. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser à la photographie de paysage, aux techniques de photographie de paysage. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est corrélé à un podcast. C'est un photographe américain qui s'appelle Nick Page, parce qu'il est d'une humilité incroyable, ce mec. Il fait juste des photos de dingue. Il est capable de te sortir des belles photos à n'importe quel endroit. Et en fait, il a sorti un podcast qui s'appelle The Landscape Photography Podcast, donc le podcast de photographie de paysage. Et je me suis dit, oh là, c'est trop compliqué, ça me saoule, machin. Donc j'ai arrêté d'écouter, et 6 mois après, je l'ai réécouté, et j'étais dingue de ce truc-là, et je l'ai suivi à fond. C'est quoi ta définition de l'artiste? Est-ce que toi, tu te considères artiste? Tu nous as déjà dit dans l'interview Clic-Clac que tu étais plus technicien que artiste, mais... On a fait toute une vidéo avec Seb là-dessus. Bah, j'en sais rien, parce que justement, je me considère pas plus artiste que ça, donc c'est difficile pour moi de donner une définition de quelque chose qui ne me concerne pas directement. Il va associer son chemin personnel avec son chemin photographique, si on parle d'artiste photographe. Enfin, tu vois, il y a vraiment une corrélation forte entre les deux. Les photos, pour moi, sont plus justement limite un moyen de m'échapper de la vie quotidienne. Et toi, t'as pas l'impression du coup de passer des messages dans tes photos, ou t'as pas envie de passer des messages dans tes photos? Bah, j'essaye un petit peu dans la légende, notamment quand tu postes sur Instagram, je mets de plus en plus maintenant des petites histoires autour de la photo, et pour expliquer qu'est-ce qui m'a plu, pourquoi je l'ai capturé, pourquoi je l'ai retouché comme ça. Je pense qu'il y a plein de photos qui racontent pas d'histoire. Il y en a quelques-unes qui, par chance, racontent une histoire, et généralement, on va les sélectionner, celles-là, par rapport à d'autres. Je pense aux, par exemple, photographes de rue et autres. Je parle évidemment pas de ceux qui font des mises en scène. Donc tu sais où t'en es niveau photo? Tu sais où tu te diriges, en tout cas? Ah ben, je crois que je suis le meilleur photographe de paysage de France, bientôt du monde, j'y travaille. J'en suis à un stade qui me plaît bien, c'est-à-dire que je sais que beaucoup ont l'ambition soit de devenir pro, c'est-à-dire de faire des prestations photographiques parce qu'ils sont tellement passionnés par ça qu'ils veulent en faire leur métier. C'est pas mon cas. Et tu penses pas qu'un jour t'en auras envie? Tu sais pas? Bah, s'il y a un truc qui peut me tenter, c'est de vendre des tirages. Mais si tu veux, quand tu veux faire des expos, quand tu veux sortir des livres, quand tu veux des choses comme ça, tu rentres dans un univers où il y a d'autres règles à respecter. Ouais. Et c'est ces règles-là qui, je trouve, vont du coup te contraindre. Et tu fais plus ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est quand on écoutait un peu Pauline en parler, c'est assez intéressant. Elle les accepte, les règles du jeu, parce que c'est ce qu'elle souhaite faire. Mais moi, c'est pas mon délire, quoi. Et des workshops, par exemple, t'aimerais bien... J'y travaille. Entre guillemets...
J'y travaille, petite exclue, ça va pas tarder. Le voyage photo en Californie qui s'est pas fait 2 fois de suite pour différentes raisons. Et là en ce moment, je travaille à plein de projets dans cet ordre-là, de plus petits workshops et de grands voyages. J'ai 2 projets photos. J'en ai un où je vais pas donner trop de détails. J'ai donné beaucoup de détails dans l'émission que j'avais faite, mais normalement elle est plus en ligne maintenant et je veux pas donner trop de détails parce que c'est un truc qui peut prendre des années et je voudrais être le premier à le faire. Et l'autre projet, c'est que j'aimerais beaucoup faire connaître la nature sauvage en France. C'est un peu la grande mission que je me donne avec mon petit réflexe maintenant, beaucoup plus que apprendre la photo, faire des tests de matériel, des choses comme ça. L'aspect nature sauvage que j'aime bien développer dans mes quarts d'heure photo. Et en fait, pour ça, on a un truc qui est quand même assez génial en France, qui s'appelle les parcs nationaux. Et en fait, j'ai vraiment ce projet d'aller plusieurs jours avec bivouac, rando et compagnie dans tous les parcs nationaux de France. Mais sinon, ma dernière photo avec mon réflexe, c'était depuis la fenêtre de ma maison, à un moment où il y avait des nuages d'orage de dingue qui étaient en train d'arriver. Et j'ai même chronométré le temps qu'il y avait entre ces nuages-là et le moment où le tonnerre gronde, où tu as les premiers éclairs. Parce que tu sais, tu as des applis qui te permettent de suivre sur un radar et d'estimer, tiens, les premiers éclairs, les premiers coups de tonnerre vont arriver dans une demi-heure à peu près. Donc du coup, si tu suis sur ton appli, tu peux te dire, tiens, dans 1 heure, il y a un orage qui va arriver. Donc je peux aller sur mon spot, mais je me débrouille pour y être une demi-heure avant que l'orage arrive. La technologie. Je m'amuse à faire des petites statistiques comme ça. Quand j'étais près de Besançon, souvent quand j'allais au boulot, je passais par des petites routes de campagne et je croisais souvent des animaux sauvages. Et ben généralement, j'enregistrais sur mon téléphone en audio. Je disais, tiens, on est le 12 mai, il est 11h du matin et il y a 10 sangliers sur le bord de la route. Je sais qu'à cette période-là, il y a plus de chances que j'en croise que si j'y vais 2 mois plus tard. C'est bien un analyste en fait. Tu vois. Ok, donc on va passer à la prochaine interview Clic-Clac. Et cette fois-ci, je n'oublie pas de mettre le petit jingle. C'est aussi un choix entre deux, sauf que ça va être des situations. Je vais te dire, tu préfères telle situation ou telle situation? Tu préfères faire uniquement du portrait que tout le monde admire tes photos ou uniquement du paysage mais que tout le monde déteste tes photos? Uniquement du paysage et que tout le monde déteste. Un temps dégagé ou de gros nuages gris? Gros nuages. Est-ce que tu préfères faire une photo hyper réussie techniquement d'un paysage banal ou une photo bof techniquement mais d'un animal super rare? Une photo hyper réussie d'un paysage banal. Tu préfères faire une sortie photo seule ou à plusieurs photographes? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Pas à choisir. Non, il me faut les deux. C'est les sorties avec d'autres photographes, ça manque un peu là, tu vois. Tu préfères une sortie photo seule ou à plusieurs non-photographes? Seul. Tu préfères faire 2 heures de rando photo ou rester 2 heures au même spot pour faire une photo? Le problème, c'est que si je fais 2 heures de rando photo et que je m'arrête pas, c'est que j'ai pas trouvé d'endroit pour faire des photos sympas. Et si je m'arrête 2 heures à un endroit, c'est que c'est sympa à photographier. Je dirais plutôt 2 heures au même endroit du coup. D'accord, ok. Tu préfères qu'on dise que ta photo est cool sans explication ou qu'on t'explique de manière constructive pourquoi elle est nulle? Qu'on me dise qu'elle est cool sans explication. Et parfois, on va me faire des remarques constructives, évidemment, très sympa et tout. Et généralement, je dis, ah oui, c'est une bonne remarque, c'est sympa. Peut-être que c'est un truc qui va me rester dans un coin de la tête pour la prochaine fois, mais en général, je me dis, je regrette quand même pas d'avoir pris la photo telle que je l'ai prise. Tu préfères faire une sortie photo pour toi ou la partager en vidéo? C'est dur, ça. Très très dur. C'est 2 plaisirs très différents en fait. En fait, je pense que je préfère la faire tout seul, mais j'aurais une frustration après de me dire, bah zut, j'aurais quand même pu partager ça avec vous. Et tu préfères être riche en ne faisant que de la photo ou avoir juste ce qu'il faut toute ta vie mais en pratiquant toutes tes passions? Ah, juste ce qu'il faut. Donc là, on va aborder la partie un peu plus YouTube. Toi, t'as vraiment appris fortement la photo grâce à ta chaîne et c'est un petit peu ce que tu revendiques sur le coin des youtubeurs. Tu te dis que si on partage sa passion, ça nous aide beaucoup à apprendre. Tu penses que c'est fait pour YouTube? Tout le monde peut trouver sa place. Enfin, en tout cas, il y a de tous les types de personnalités. Ouais. En particulier des timides et des introvertis. Je dis toujours, c'est le royaume des introvertis, YouTube, parce que les introvertis, ils ont plein de choses à dire. Souvent, c'est des gens qui sont un peu plus réfléchis que les extravertis. Faut le tenter, ça vous coûte rien. Vous faites 5-10 vidéos, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Puis aussi, vous pouvez tout à fait arrêter après et vous dire, bon, bah finalement, c'était marrant, mais voilà. Et tes vidéos, en général, tu les prépares comment? Alors aujourd'hui, c'est différent, ça a changé depuis quelques mois. Parce que tu as fait une formation qui est très bien d'ailleurs. C'est ça, j'ai suivi une super formation. Pour vous faire un petit peu tout l'historique, donc j'ai sorti une formation sur le coin des youtubeurs qui
qui s'appelle l'accélérateur, faire en sorte que des personnes qui ont une chaîne YouTube, soit qui veulent bien la démarrer, soit qui veulent se remettre un peu en question après quelques années, qui reprennent un petit peu les bonnes pratiques, quoi. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu élève de ma formation, parce que ce que je disais dans cette formation, je l'appliquais pas en partie en tout cas. Je commence à pouvoir dégager du temps pour faire ça bien. Alors j'ai toujours ma liste d'idées de vidéos qui compte quelques centaines d'items à peu près sur chacune des chaînes. Facile, hein, facile, mais c'est peut-être parfois en milliers. Donc je choisis un sujet qui me plaît et j'essaie maintenant de penser au titre de la vidéo. Et ensuite, ce que je fais maintenant, c'est que j'écris mes épisodes. Chose que je ne faisais absolument pas pendant les 8 dernières C'était en années. freestyle avant? C'est vraiment t'improviser? C'était soit freestyle sur les sujets un peu débat, on va dire, mais sinon c'était des checkpoints. Sinon j'avais 4-5 points. En fait, ce que ça me permet de faire, d'écrire, c'est que ça me permet surtout de mettre des blagues, de mettre de l'humour dans mes vidéos, là où avant j'y arrivais pas, parce que quand on se dit bah, il faut que je fasse passer cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, on n'a pas le temps de faire des blagues. Et surtout, moi, mon humour, c'est un humour qui rebondit sur les autres. Et du coup, derrière, tu privilégies un petit peu plus le montage aujourd'hui? J'y passe un peu plus de temps et je commence à apprécier. Il y a eu longtemps où j'aimais pas du tout. Et en fait, ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est que plus tu prépares et plus tu travailles tes vidéos, plus tu aimes le montage, parce que plus le montage te permet justement de peaufiner ton truc et tout. Le plaisir pour moi, il est plus au moment où la vidéo est publique, tu vois, dès qu'elle est rendue publique et qu'il y a des gens qui commencent à mettre des commentaires et tout, le plaisir il est plutôt là. Bah, c'est au moment du partage de ce que tu as fait, quoi. C'est ça. Mes quarts d'heure photo, c'est vraiment mes vecteurs de communication pour transmettre ces espèces de grandes valeurs, ces espèces de grands projets où, effectivement, ça fait peut-être un an et demi où je me dis que ma chaîne, mon petit réflexe, sa mission maintenant, c'est ça. Promouvoir les espaces sauvages pour donner envie aux gens de les protéger, etc. Alors, à ma petite échelle, mais faire un petit peu ce que fait Fabien Wolschlag avec sa chaîne Fab Wild Pigs pour les animaux sauvages. Et là, l'idée, c'est ça aussi, c'est de montrer que la nature sauvage, elle est un peu partout autour de nous, y compris dans une petite rivière qui coule à côté de votre maison et que vous voyez pas, enfin, vous n'avez jamais fait attention. C'est un espace sauvage qui mérite d'être préservé, où il se passe des trucs de dingue. Et aussi dans les grandes montagnes et les grands paysages qu'on a l'habitude de voir. Ça t'apporte quoi, toi, personnellement, d'être sur YouTube? Bah, de la thune. Plein de thunes. Tu te rends même pas compte. Des bons et des mauvais, bien sûr. De l'humour pour... Oui, c'est ça, c'est la question gênante, tu sais, à laquelle je ne sais pas répondre. Il y a la partie apprentissage dont on a parlé, c'est-à-dire que c'est une très très bonne excuse pour continuer d'apprendre encore et encore. Ça me met un coup de pied aux fesses pour me lever à 4h du matin et aller faire des photos au lever du soleil et tout ça. Il y a la partie rencontre qui est super importante. J'ai rencontré des tas de gens géniaux, notamment avec les tipeurs de mon petit réflexe. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Après, c'est difficile de s'en rendre compte pour les gens qui sont pas dans cette communauté-là. Mais par contre, quand tu vas faire un week-end en Franche-Comté avec 20 foufous, c'est l'éclat total. Moi, c'est des souvenirs de dingue. Et ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie. J'exagère, enfin tu vois, j'exagère pas. Non mais c'est vrai. Des rencontres aussi d'autres youtubeurs, des rencontres avec des personnes de l'écosystème de la photo, donc aussi des gens qui gèrent des marques, des entreprises, des trucs comme ça j'aime bien cet aspect-là aussi. Et ce qu'il y a de moins bien, c'est le temps que ça prend. Il n'y a pas des moments où vraiment tu as fait « Oh, ça me saoule, cette chaîne, elle me saoule ». Bah si, il y a eu des moments, mais maintenant c'est vrai que ça me passe par-dessus, mais tous les youtubeurs passent un peu par cette phase-là, où des fois tu vas tiquer sur un commentaire, sur une personne qui te met un commentaire, pas forcément méchant, mais un commentaire qui te vise toi, mais qui va remettre en question ton intégrité, qui va remettre en question ton honnêteté, etc. Et alors ça c'est difficile, parce que tu te demandes est-ce qu'effectivement tu as fait un truc de travers, même si tu as 150 commentaires positifs à côté. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça te force à aller creuser au plus profond de toi tes vraies raisons et tes vraies valeurs, en fait. Oui, ouais. Je suis très clair dans ma tête, en fait, maintenant. C'est super clean. Du coup, tu as quand même l'impression d'avoir progressé sur YouTube. Oui, clairement, ces derniers mois, j'ai progressé. Alors après, entre la première vidéo et puis la 100e, il y a eu une marge de progression. Entre la 100e et la 500e, il n'y en a pas eu tant que ça. Je tournais mes vidéos à cette époque-là, à peu près entre 23h et 2h du matin, après une journée de boulot et tout ça. Mais là, maintenant, oui, j'ai l'impression d'avoir refranchi un palier supplémentaire, qui fait que je m'éclate plus dans le processus de tournage des vidéos et tout. Et en plus, j'ai des performances sur les vidéos qui sont plutôt bonnes, donc c'est cool. Je pense que dans 5 ans, tu seras toujours sur YouTube et à parler sur mon petit réflexe, le coin des youtubeurs, ou tu auras 50 autres chaînes. Non. Même si j'ai des idées. Mais non, mon petit réflexe, je me vois effectivement toujours dessus, parce que je vois vraiment pas la passion de la photo s'effriter avec le temps. Ça évoluera vers toujours moins de news et de tests matos et toujours plus de sorties photos. Mais je fonctionne beaucoup avec mes to-do list quand même. J'ai des to-do list qui me permettent, donc je travaille sur Trello, moi j'ai un
plein de tableaux sur Trello. J'adore ce système d'organisation. Et je les mets par ordre de préférence, comme ça je sais toujours quelle est la prochaine tâche à faire. Pour l'instant, je m'en sors à peu près, mais c'est vrai que je travaille très très tard tous les jours, quoi. Aujourd'hui, si j'ai une soirée, parfois 2 par semaine, c'est beaucoup. Où je peux faire autre chose. En général, faire autre chose, c'est regarder des séries avec Lily. C'est beaucoup. Le reste du temps, c'est tout le temps au boulot. Et quand c'est boulot, c'est jusqu'à 2h du matin en moyenne à peu près. Faut faire gaffe au sommeil quand même. Hein. Voilà. Et c'est ça qui est piège avec YouTube, c'est que, comme c'est cool, tu as tendance à pas t'arrêter de travailler. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux toujours faire plus de vidéos. Tu as toujours plein d'idées de sujets. Et c'est vachement dur à un moment de se dire, je m'éclate, mais à un moment, il faut que j'arrête. Et est-ce que tu as des anecdotes de tournage? Oui. On veut savoir. Je testais des filtres, un kit de filtres vissants. Et en fait, ils étaient un tout petit peu magnétiques. Donc tu vois, tu le mets dessus, ça tient. Et après, tu dois le visser quand même. J'étais en train de me filmer à ce moment-là. Donc tu me vois dans le truc en train de faire. Et en plus, quand on le met, regardez, c'est magnétique, ça tient. Là. Et là, t'as le truc qui tombe par terre et qui commence à faire cling, 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 cling. Et tu me vois ramasser le truc en debout. Merde. Merde. J'essaie de le remettre et ça se remet pas. Et donc voilà, j'ai quand même sorti la vidéo, parce qu'après j'ai refait le truc, je l'ai vissé, et j'ai sorti la vidéo comme ça, et il n'y a jamais personne qui a su qu'en fait le truc était pété. La fois où mon Sony A7R3 tout neuf a dévalé 200 mètres de dénivelé dans la montagne. J'en ai jamais parlé. En exclu pour vous. Alors c'était pas pendant un tournage, parce que c'était pendant une rando avec des copains. Donc comme c'est une rando avec des copains, je faisais quelques photos vite fait comme ça, mais je voulais pas les embêter à prendre une demi-heure à prendre des photos. Et donc j'avais mon Sony A7R3 depuis 2-3 mois, donc le truc, je me suis saigné pour le payer, tu vois, le truc à 3000 balles et tout. Voilà. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon sac de randonnée et ma sacoche, je la mets devant sur ma sangle pectorale. Alors je mets souvent des clips de sécurité parce que la sangle pectorale est pas très solide et quand t'as 3 kilos dedans, ça risque quand même de tomber. Mais voilà. Et l'avantage, c'est que du coup, t'as toujours accès à ton matériel. Le seul inconvénient, c'est qu'au moment où tu fais une pause, quand t'enlèves ton sac à dos, t'es obligé d'enlever aussi ton sac photo. Donc j'ai enlevé mon petit sac photo, je l'ai posé par terre sur le sentier. Pour ceux qui connaissent, on était dans le Beaufortin en train de faire le tour de la Pyramenta. Et ensuite, je pose mon sac photo et tout. Et puis là, il y a un des gars du groupe à un moment qui fait « Oh putain !» Et on se retourne tous et tu vois le sac photo qui commence à qui dévale la pente, qui tombe, et toi tu vois le truc et tu le vois évidemment au ralenti, t'as l'impression que ça dure une éternité. Tu te dis, mais quand le truc il va s'arrêter, quand est-ce qu'il va s'arrêter, c'est ça. Donc il dévale dans l'herbe, à un moment il arrive à un endroit où t'avais une espèce de petite bosse, donc tu vois le truc qui décolle, il retombe sur les rochers, tu vois le et après au bout d'un moment, enfin le truc s'arrête. Je suis descendu, donc j'ai peut-être pris un quart d'heure à descendre jusqu'à l'endroit où il était arrivé. C'était vraiment très bas, il a vraiment pris 150 mètres quoi. Et alors l'appareil photo marchait encore. La monture de l'objectif était cassée et était restée coincée sur le boîtier. Et donc avec l'autre bout d'objectif comme ça. L'autre objectif était nickel, téléphone nickel, les clés nickel. Enfin vraiment incroyable. Donc l'OPRO, on peut dire ce qu'on veut. Ils font des bons sacs. J'ai toujours bien calé beaucoup d'affaires dans mes sacs photos. C'est-à-dire que c'est toujours bien calé. Il n'y a rien qui se balade en fait. Ouais. Je pense que ça a pas mal aidé. Entre le fait que ce soit un peu rembourré et que tout soit bien calé, ça fait que le machin il s'est pas mis à bouger comme ça à l'intérieur. Le truc le plus frustrant, c'est que quand on était au refuge le soir, il y a eu un coucher de soleil de malade sur la Pyramenta. Et la Pyramenta, pour moi, c'est mythique. C'est un truc tellement beau. C'est une espèce de rocher rectangulaire posé sur la montagne. On sait pas trop pourquoi. En fait, bizarrement, j'étais plus dégoûté de pas pouvoir faire cette photo que d'avoir fait tomber mon truc, quoi. Ok, bon, on va passer à la dernière interview. Clic-clac. Clic-clac. Attends, je bois pour être prêt. Pour cette interview Clic-clac, ça va être l'aventure Clic-clac. Ça va être un peu du jeu de rôle, hein, finalement, quelque part. Cool. Ça va être un peu un scan de ton inconscient, donc qui m'est inspiré de l'émission Un bon moment de Kian Kojandi, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, je vais te citer une aventure, un peu, je vais te dire, alors voilà, tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ou tu tombes sur quelqu'un, qui c'est? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Un livre dont on est le héros, un peu. C'est ça, et en fait, il va falloir que tu me dises la première chose qui te vienne à l'esprit, vraiment le premier truc qui te vient. Ça s'appelle la rando photo. Tu prévois du coup de faire une rando photo. Du coup, le matin, tu te réveilles pour cette rando. Quelle heure il est? Il est 4h. Du coup, tu te lèves à 4h, tu prépares ton sac. Et c'est quoi la première chose que tu mets dedans? Mon boîtier. Donc ensuite, tu te mets en route pour aller sur les lieux. Et où est-ce que tu vas? À la montagne. Quel temps il fait? Il fait plutôt beau. Des nuages? Non? Ouais, quelques petits cumulus dans le ciel, mais il fait plutôt beau. Je vois un peu les étoiles sur la route. Tu fais beaucoup de route pour y aller? Ouais, une bonne heure de route, ouais. Donc ensuite, tu arrives sur les lieux, du coup, il fait plutôt beau. Tu marches pendant 30 minutes et ensuite, tu arrives sur un spot de malade. Tu peux me décrire un peu la scène? Bah, en fait, c'était un endroit que j'avais pas du tout prévu, mais quand j'arrive là, il y a 3 montagnes, dont une très très grosse à gauche, et puis tu en as 2 plus petites, mais donc une plus petite au milieu et une un petit peu
moyenne à droite, qui D'accord. s'équilibre vachement bien. Et il y en a une sur laquelle il y a une forêt qui remonte assez haut, et sur l'autre, t'as un petit peu de neige éternelle en haut. Et surtout, ils ont des rochers super texturés. J'ai la chance d'avoir une grande vallée qui amène jusqu'à cette montagne. Donc, t'as une rivière en bas, et t'as même un endroit où t'as un lac. Donc, Ah ouais. c'est juste parfait comme compo, parce que ça fait le chemin. C'est Ça, juste là. magnifique, quoi. Du coup, tu décides de le prendre en photo. Hein, Ah ça bah évidemment. quelle focale tu prends pour ça? Bah, je commence au grand angle, vers 24 mm à peu près, tu vois. Donc je fais 2-3 photos comme ça, et puis après ça, je sors le téléobjectif et je fais des photos un petit peu plus zoomées sur certains détails que j'ai bien aimés dans la photo. Donc ensuite, tu décides de reprendre la rando et là, tu arrives dans une forêt et tu tombes nez à nez avec un animal. C'est quoi comme animal? Bah, c'est un chevreuil. Donc là, tu le prends en photo et puis bah là, il vient te voir et dit hop, 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 mon droit à l'image là. Qu'est-ce que tu réponds? Je dis, bah dis donc, c'est étonnant un chevreuil qui parle. Bah écoutez, on peut en discuter. Si vous voulez, je m'invite dans votre tanière et puis on va en causer un petit peu. Ouais, mais là, par contre, il te met un pain et il commence à voler ton appareil. Bah, tu fais quoi? Bah je lui cours après et j'essaie de lui faire peur. Je pousse des cris, j'essaie de lui faire peur pour qu'il lâche l'appareil. Finalement, t'arrives pas à le récupérer et là, il y a un photographe que t'admires qui arrive. C'est qui? Ouais. Bah c'est Nick Page. Je sais pas ce qu'il fout là, mais Écoute, il est là en tout cas. Et là, tu lui expliques ton aventure avec l'animal. Qu'est-ce qu'il te répond? bah il me répond. Alors déjà, il me répond en anglais, mais il me répond, c'est incroyable quoi. C'est absolument dingue. Du coup, bah là, il te prête l'appareil photo dont tu rêvais. C'est quoi cet appareil photo? Bah, c'est un A7R4, c'est la suite de l'A7R3. Et ensuite, il te propose de faire une vidéo ensemble. Ça va être quoi le sujet de cette vidéo? La photo en forêt. Ok. Et ce sera quoi le titre? I teach a landscape photographer how to photograph a forest scene. Donc j'apprends à un photographe de paysage à photographier une forêt. Pendant la vidéo, il te présente un accessoire photo étonnant. C'est quoi cet accessoire photo? C'est une rotule de trépied très particulière que je ne connaissais pas. Extrêmement stable et extrêmement rapide à mettre en place. En fait, tu as des micro-réglages, des petits boutons qui te permettent de vraiment régler un petit peu la hauteur, la droite, la gauche, avec des mini-molettes, tu vois. Et ensuite, enfin, tu vas te coucher et tu repenses à ta journée. C'est quoi vraiment le truc qui t'a le plus marqué? Le chevreuil qui parle. C'est génial, je valide à 100% ce segment, c'est parfait. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Sur YouTube, évidemment, mon petit réflexe. Sur YouTube, le coin des youtubeurs. Sur YouTube, vidéo mais ça c'est un petit peu plus tard pour l'instant, je publie pas grand chose. Et puis après, si vous voulez voir les photos, parce que c'est vrai que ça compte quand même. L'Instagram de mon petit réflexe, où je publie beaucoup de photos, le petit mon petit réflexe. Et le 500px, où là je ne mets que des photos de paysage. Mais c'est vrai que l'endroit pour me retrouver le plus, c'est YouTube quand même. Il y a pas de... Sur l'autre partie, donc vous avez la chaîne YouTube Le Coin des youtubeurs, pour tous ceux qui veulent travailler leur chaîne YouTube. Vous avez le podcast Les Créateurs Vidéo, qui est un podcast où j'interview des youtubeurs sur leur parcours et tout ça. On peut le retrouver où ça le podcast? Sur YouTube Sur aussi? toutes les plateformes de podcast. Donc je remets le nom, il y a Ariane qui demande, c'est Les Créateurs Vidéo. En gros, c'est toujours des histoires super chouettes. Je mettrai tout les liens. La description risque d'être assez costaud. T'as un mot de la fin? Faites-vous plaisir, que ce soit en photo ou ailleurs, hein, et vous prenez pas trop la tête. Il y a vraiment des gens qui sont là pour vous faire vous prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucune importance. Faut pas trop se prendre la tête, quoi. Faut pas non plus chercher à devenir soit un grand artiste, soit un photographe professionnel, forcément. Voilà, moi je suis photographe amateur, je vais rester parce que c'est ce qui me plaît, et il y a aucun mal à ça. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, qu'on veut pas progresser. Ça veut juste dire qu'on est bien comme ça. C'est joli. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission et merci à Ouais. toi d'avoir participé, Sylvain. Ça me fait... Merci à toi, Laurie. Donc dans 2 semaines, oui, bien sûr, dans 2 semaines, retrouvez-nous pour une autre émission avec une invitée. Ce sera une invitée cette fois-ci. Vous la connaissez peut-être, elle a une chaîne YouTube également qui s'appelle Réflexe Créatif et qui vient d'être un peu remis au goût du jour. Elle s'appelle Laetitia Camboni. On vous dit donc bonne soirée et merci à tous de nous avoir suivis. On vous fait des bisous. Bye bye.